Eh ben, bonjour à tous, on va commencer. Il est 10h15 pile, c'était annoncé 10h15 sur le programme. C'est la politesse des rois. On commence à l'heure. Je suis Pierre-Olivier Cazeneuve, je travaille pour le média Uzbek Erika, média qui explore le futur. On est un magazine, un site web, un studio qui accompagne les marques dans leurs réflexions sur les grands enjeux d'avenir. Je suis ici à l'invitation de BPI France, que je remercie pour l'honneur, pour animer une table ronde dont l'intitulé est « Crise de confiance et fake news, comment les marques peuvent-elles reconquérir leur audience à l'ère de la désinformation ?» On va réfléchir à ce sujet-là avec nos invités aujourd'hui, que sont Elsa Darquier-Fournier. Vous êtes COO, Chief Operation Officer chez Brut. C'est écrit en anglais, du coup je le prends directement. Nathalie Sonac, professeure à l'université Panthéon-Assas, présidente du COP, du CLEMI, présidente du C2, et je viens de m'en rendre compte, vous étiez aussi partie prenante des États généraux de l'information. Donc vous avez mené une réflexion récente sur le sujet, dont on bénéficiera pendant la réflexion qu'on aura ensemble. Et enfin, last but not least, Catherine Spindler, Dire les deux. Ok, Spindler, Deputy CEO, donc directrice générale adjointe Lacoste. Merci de votre présence. Voilà comment ça va se dérouler. Je vais introduire rapidement. Puis après, on va réfléchir ensemble selon quelques axes qu'on a un peu préparés. Si vous avez des questions pendant la conférence, si à un moment donné, il y a un truc qui vous fait réagir, n'hésitez pas à lever la main, à me faire un signe, je repérerai. Et puis à la fin, on essaiera de garder 10 minutes où je vous inviterai à revenir sur les points qui vous ont fait réagir pour qu'on puisse dialoguer tous ensemble sur le sujet. Alors, ma petite introduction, puis je vais rapidement vous passer la parole parce que c'est vous qu'on est venu écouter. Crise de confiance et fake news, comment les marques peuvent-elles reconquérir leur audience à l'ère de la désinformation ? Bon, pour mettre un petit point, un petit bilan d'où on en est sur le sujet, ça fait 15 ans que les réseaux sociaux existent, que des utilisateurs y consomment, y partagent, y produisent des contenus. On remarque tous que cet espace qui a été créé est de plus en plus délétère pour plein de raisons qui ne sont pas dépendantes que des réseaux sociaux. On observe des phénomènes de polarisation notamment très forts. Je ne reviens pas sur l'évidence de la récente élection américaine qui est venue conforter une tendance qui était déjà présente sur l'élection de 2016 sur la qualité des contenus produits. Par ailleurs, je dirais que l'institutionnalisation des bulles de filtre, des fake news renforcées par l'IA aujourd'hui font que la plupart des contenus produits et envoyés sur ces réseaux sociaux le sont très rapidement. C'est souvent très instrumentalisé. Et tout ça converge à créer un climat sur les réseaux sociaux qui apparaît, et ça est commenté de plus en plus de cette manière, de plus en plus délétère. On rajoute à ça un troisième truc négatif, et puis après, je vous laisserai remettre un peu d'espoir là-dedans. La tendance sur les contenus générés par l'IA, alors selon les sources et les oracles, nous indique que d'ici 2 à 5 ans, selon les plus optimistes, 40 à 90%, je vous fais l'économie des sources, mais en gros, l'amplitude est là, des contenus seront automatiquement générés par des IA sur les réseaux sociaux. Donc tout ça nous met en place une tendance qui n'est pas très réjouissante. Et donc pour les marques, dans cet écosystème-là, alors pour l'information et pour les marques en particulier, moi je vois deux questions qu'on peut se poser. Qu'est-ce qu'elles peuvent adopter comme stratégie avec ce constat, face à ce constat ? Qu'est-ce qu'elles doivent faire, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Et la seconde, est-ce qu'elles doivent endosser une mission particulière pour contribuer à assainir ces espaces? C'est une première déclinaison du sujet. Mesdames, je vais vous passer la parole. Est-ce que vous pensez que les marques doivent être des points de repère pour les utilisateurs en temps 1? Nathalie, vous venez de contribuer aux États généraux de l'information. Je vous propose de reprendre un peu mon cadrage. Qu'est-ce que vous en pensez de cet intitulé, de ces enjeux? Alors, bonjour à tous déjà. Merci beaucoup pour votre invitation. Plusieurs choses, peut-être... Effectivement, il y a une vingtaine d'années, on peut faire un premier bilan, c'est-à-dire se dire qu'il y a une vingtaine d'années, les réseaux sociaux, ou en tout cas le web 2.0, nous a permis à tous de produire, de consommer. Donc c'est une révolution assez extraordinaire en matière de liberté de communication. Les mouvements comme les printemps arabes ou MeToo n'auraient jamais existé si nous n'avions pas eu les réseaux sociaux. Donc c'est une immense avancée en matière de communication et de liberté d'expression. Dans le même temps, cette possibilité qui nous est donnée à tous de poster des vidéos, des photos, du texte et de s'exprimer dans l'anonymat, peut-être on aura l'occasion de le dire aussi, conduit à ce que finalement dans un espace public où vous n'aviez informationnel, où vous n'aviez que
les journalistes, les politiques ou les experts qui avaient le monopole de la production de l'information. Aujourd'hui, nous sommes tous producteurs. Le fait de se dire que nous sommes tous producteurs et nous sommes tous médias fait que nous n'avons pas forcément tous suivi des cours de déontologie ou d'éthique. Et donc on se retrouve finalement dans un océan de contenus où viennent se percuter à la fois des contenus de qualité et l'information joue un rôle essentiel dans nos démocraties. C'est bien l'idée, les raisons pour lesquelles au départ les médias avaient été créés, c'est quand même de produire une information dans un espace de qualité qui soit traité, qui va vérifier. Et c'est l'information de qualité, je précise bien, qui nous permet de vivre nous tous ensemble et qui s'appuie sur des faits. Et ces faits-là, où on s'entend tous que autour de la table, nous sommes 4 et on n'est pas 10, on n'est pas 15. En tout cas, là, sur le stage, on est 4. Et ça, une fois qu'on a posé ça, on voit que le processus, depuis 20 ans, de production informationnelle est en train de se déliter. Parce qu'il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés et ce n'est pas simplement des médias traditionnels qui ont l'habitude, mais pas simplement l'habitude, qui ont des obligations de produire de l'information de qualité dans un contexte, dans une régulation. Et en face, des acteurs où c'est plutôt le Far West, qui sont très peu régulés, ou en tout cas dans l'espace informationnel européen, assez peu régulés, ou sur lesquels le modèle économique, et je pense que c'est important de le rappeler, le modèle économique repose sur une collecte massive de nos données, qui fait que nous, on circule comme on veut, partout où on veut, gratuitement, quasiment, mais en échange, on collecte massivement des données, ils collectent massivement des données, il y a de l'algorithmie, il y a de l'intelligence artificielle et qui conduisent finalement à orienter notre processus nous-mêmes de consommation. On ne consomme pas complètement ce que l'on veut, à défaut de ce qu'on pourrait les croire, ça nous oriente de ce que l'on consomme, et dès lors, et un autre point qui est important là-dessus, c'est que le modèle économique de ces plateformes vise à siphonner, en tout cas à vivre massivement sur le revenu publicitaire. Et c'est là que je fais le lien avec le média, c'est qu'en ayant une collecte massive de données et en s'appuyant sur des revenus publicitaires, uniquement de la revue publicitaire, fait qu'ils sont en train de siphonner les revenus des médias qui, eux aussi, s'appuyaient sur de la ressource publicitaire et qui fait que le modèle des médias traditionnels est en train de vaciller et avec lui, finalement, tout un écosystème de la garantie d'un processus de production d'une information de qualité. Je pense que c'est important de le noter, en tout cas d'entrée de jeu, parce que dès lors, les marques, lorsqu'elles vont investir dans ces nouveaux espaces, et ce que l'étude de l'ARCOM, DGMIC nous montre, c'est qu'en 2030, 2/3 de ces revenus publicitaires seront par les marques, donc par vous deux, et vous allez pouvoir nous le dire, seront investis sur ces plateformes et non plus sur les médias. Donc on est obligé de se reposer la question, comment garantir un processus de production d'une information de qualité dans un espace qui n'est pas du tout régulé, réglementé, et qui est en train de, par l'innovation technologique, comme vous disiez, l'IA, est en train en plus d'accélérer encore plus le processus qui n'est pas toujours stabilisé. Voilà, peut-être pour caler... Non, super, merci beaucoup. Et du coup, je me tourne vers vous, Nathalie et Elsa. Suite à ce que je viens de dire, Nathalie, on se rend bien compte que c'est un Far West, que du coup, les marques ont un rôle à jouer là-dedans. C'est pas simplement une opportunité, c'est aussi un peu un mandat. Est-ce que vous identifiez un besoin de repère de la part des utilisateurs, avec respectivement Brut, qui est quand même un média de référence sur les réseaux sociaux, hein, c'est le média français, le format à la Brut, on le connaît tous très bien, et une marque, Lacoste, qui investit aussi beaucoup ces espaces-là. Laquelle souhaiterait agir en premier, Non, je peux y aller. Elsa ? D'abord, avant de parler des marques, c'est ce qu'on disait en préparant cette table ronde, l'ère de la désinformation, je ne sais pas si elle est actuelle, elle existe depuis toujours. Et c'était important aussi que Nathalie le rappelle. On le voit déjà, des historiens comme Marc Bloch en parlaient déjà. C'est juste qu'effectivement, avant, c'était des médias plus traditionnels avec lesquels il était très difficile d'interagir au quotidien. Donc on regardait la télé, on écoutait la radio, mais impossible de répondre aussi à l'information qu'on recevait. Donc nous, on voit le monde de façon beaucoup moins, on va dire, négative en ce moment. On voit effectivement, Nathalie le disait, depuis une quinzaine d'années, les réseaux sociaux ont fait émerger des mouvements, quels qu'ils soient. Mais les marques, déjà bien avant les réseaux sociaux, étaient exposées à du boycott, à de la fake news aussi, parce qu'il n'y avait pas toujours l'explication de texte. Donc nous, c'est comment nous, en tant que médias, effectivement, on est un pure player des réseaux sociaux, puisqu'on n'existe que sur les réseaux sociaux, Brut a 8 ans. C'est comment on va aider les marques à faire passer un message pour justement donner une bonne information.
Donc l'association Média-Marque, elle est intéressante parce que justement on est un tiers de confiance aujourd'hui. Quand on voit les études en moyenne, on voit qu'en France, les Français disent qu'ils ont en moyenne confiance à 30% dans les médias qu'ils consomment, parce que pour eux, il n'y a pas qu'une information qui est fiable et vérifiée. À la différence d'un média traditionnel, brut, puisqu'on a aussi une audience différente, il faudra de voir de quelle audience on parle aussi. Mais nous, on est très fort sur les 15-35, on a une confiance à 88% de cette audience. Pourquoi ? Parce qu'on a repris les codes, j'y reviendrai au cours de cette table ronde, l'incarnation, etc. Donc l'intérêt de travailler ensemble, l'association d'un média avec une marque, elle peut être intéressante pour protéger aussi la marque à travers un tiers de confiance et de les aider à délivrer un message en étant quelque part un peu protégé, puisqu'il y a ce logo qui vous dit que vous êtes un média, c'est écrit par un journaliste, c'est pas un discours d'un directeur marketing face cam qui déroule un projet. Donc c'est comment ensemble on va travailler sur ce qui fait la force des marques, et je pense que c'est intéressant que Catherine revienne aussi sur la success story de ce qui fait la force de Lacoste aujourd'hui. Et moi, je vous dirai aussi comment on travaille avec les marques. Je pense que l'association est intéressante et qu'il n'y a pas de défiance entre médias et marques aujourd'hui. C'est plutôt comment elles apprennent à travailler ensemble. Oui, Catherine, du coup, c'est quoi les assets d'une marque pour s'exprimer dans ce climat délétère ? Alors déjà, je vais peut-être revenir juste sur le dernier élément qui a été mentionné. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas de défiance entre marques et médias. Il y a une parfaite conscience qu'on évolue globalement tous, autant qu'on est dans un monde complètement schizophrénique. Et partant de ce principe-là et de cette conscience-là, je pense qu'en fait, ce n'est pas de la défiance, c'est plutôt comment, ensemble, au fur et à mesure, on va dire, on s'orchestre et on évolue dans ce monde où on a plusieurs réalités. Alors, à la fois les réalités qui ont été déjà évoquées de surinformation, de désinformation, de, on va dire, manipulation, etc. Mais à un moment donné, aussi une réalité qui est que les consommateurs ont le sentiment aujourd'hui d'être finalement beaucoup plus sachants que n'importe qui. Ils sont persuadés qu'ils sont plus sachants que les marques, plus sachants que les médias, et finalement, en fait, ça leur donne une forme de force, de confiance et on va dire de présence dans l'expression qui est assez intéressante à observer. Mais moi, en tout cas, c'est un phénomène qui me fascine de voir combien les gens, les individus, se considèrent aujourd'hui beaucoup plus sachants que n'importe qui. Et je pense que ça, c'est un élément qui fait évoluer drastiquement la manière dont les marques et les médias aussi, finalement, évoluent. Parce qu'en fait, de cette réalité, vous avez un peu deux manières d'approcher les choses. Soit vous dire, bon, ils sont vraiment, je vais être un peu trivial, mais ils sont vraiment à côté de la plaque et ils comprennent pas qu'en fait, c'est pas eux qui ont la connaissance et le savoir. Soit vous vous dites, c'est une réalité, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, c'est une réalité. Et donc, comment, en fait, on va dire, on crée des liens autour de cette réalité. Et c'est assez intéressant, d'ailleurs, de voir combien, aujourd'hui, certaines marques ne sont faites, ou défaites, d'ailleurs, que par des individus. C'est-à-dire, en fait, la puissance, aujourd'hui, de certains consommateurs, elle est absolument extraordinaire dans la manière de faire et défaire des marques. Il y a des tendances de fond, en fait, notamment sur une plateforme, en l'occurrence TikTok pour ne pas la nommer, qui sont fascinantes dans la rapidité avec laquelle certains produits deviennent des best-sellers et le tout sans finalement même que la marque y soit pour quelque chose, en fait. Et c'est vrai que moi, c'est en tout cas des phénomènes qu'on n'observait pas du tout avant, en fait, et qui sont assez à la fois questionnant, interpellant et, je le redis, je pense assez fascinant quand même. Maintenant, pour en revenir juste à Lacoste, et puis après je te repasserai la main, moi, la conviction que j'ai, et en tout cas c'est ce qu'on a toujours fait chez Lacoste, c'est que d'abord et avant tout, en tant que marque, dans ce monde si complexe et dans ce monde où quelque part le pouvoir est pris par on va dire, de nouveaux profils, dont des consommateurs. Je pense qu'avant tout, ce qu'il faut, c'est tenir des discours, en fait, qui sont des discours de véracité, d'authenticité et de revenir, en fait, à ses fondamentaux. Et j'ai la chance, en l'occurrence, d'avoir une marque qui le permet. Donc ça, on va dire, ça n'est pas donné à toutes les marques. Mais quand on a la chance d'avoir une marque qui a 90 ans d'histoire, qui a un tel patrimoine, qui a un tel héritage et qui a toujours fondé, en fait,
on va dire, ce qu'elle propose sur des sujets de qualité, de durabilité et d'authenticité. Plus que jamais, ce qu'on a fait ces dernières années, c'est de revenir à ces fondamentaux-là, à réinvestir massivement aussi, pour être très honnête, sur le produit, parce qu'en fait, à un moment donné, c'est par la qualité en fait de nos matières, par la qualité de notre, de notre savoir-faire, que je pense déjà, on repose une base fondatrice, non seulement de la confiance, mais aussi de la capacité à durer. C'est justement ce thème de l'authenticité, de la sincérité, on voit qu'il revient souvent. Et effectivement, sur TikTok, qui est une plateforme très intéressante, puisque très vite appréhendée par les très très jeunes. Et là, on voit aussi que les plus de 60 ans sont extrêmement présents sur la plateforme, et de plus en plus. Et en fait, nous, on trouve ça assez fascinant. Donc, je vais vous donner aussi des exemples comment on le travaille au quotidien, de se dire que finalement, tous les consommateurs et donc tous les citoyens peuvent prendre la parole, se recommander aussi effectivement des produits. Et le discours de recommandation est beaucoup plus fort que s'il était donné par une marque. Parce que quelque part, c'est pas un public message. Et du coup, il y a quelque chose de très authentique. Et moi, la première, je vais regarder sur TikTok un produit de beauté, d'entretien, parce que je sais que c'est là où j'aurai un avis, quelque part, peut-être un peu plus nuancé que si j'allais sur le site de la marque. Donc nous, on trouve ça extrêmement intéressant que quelque part, notre audience... Et je vous dis, elle n'est pas que 15-35 ans. Ne pensez pas qu'on s'adresse qu'aux 15-35 ans. Parce que TikTok est vraiment fascinant et on l'a vu avec la campagne américaine. On l'a vu la semaine dernière en Roumanie où le candidat sortant, il a fait sa campagne uniquement sur TikTok, et peut-être que Nathalie pourra revenir sur ces phénomènes-là aussi. Mais se dire comment on va travailler sur cet insight finalement que toutes les marques recherchent, de ce que pense mon consommateur, feedback loop, et comment on va l'adapter et s'intéresser à ça. Je vous donne un exemple. On a lancé ça il y a quelques semaines, 2-3 semaines. On génère à peu près 150 000 commentaires par semaine. Okay. Se dire comment, avec l'IA, on va venir analyser ces commentaires et on va venir en tirer 10 grandes questions à laquelle la rédaction va devoir répondre. D'accord. Je vous donne un exemple. Hier, condamnation de Dominique Pellicot. Tout le monde dit scandale, il n'a pas pris perpétuité, etc. Bon, effectivement, là, il y a une explication de texte à faire. Ça revenait énormément dans les commentaires. Aujourd'hui, la peine maximale est de 20 ans. Donc on fait un sujet aujourd'hui qui sortira dans la journée sur expliquer le droit français, qu'est-ce qu'une peine maximale, etc. On va le faire effectivement sur d'autres sujets. Ça peut être sur des sujets de est-ce que ce produit est autorisé en France par les agriculteurs, est-ce qu'on a le droit encore d'être contaminé par tel et tel produit. Parce qu'en fait, c'est une richesse d'avoir ce feedback finalement des citoyens, des consommateurs. C'est effectivement parfois très déstabilisant parce qu'on a l'impression qu'ils savent mieux que tout le monde. Mais nous, on le voit vraiment comme, justement, c'est là qu'on va lutter contre la désinformation. C'est en reprenant les grandes thématiques qui émergent dans les commentaires qu'on va faire un contenu, pour le coup, savant par des journalistes qui sera vérifié, etc. Mais on ne dira jamais aux citoyens ce qu'il doit penser. En tout cas, nous, c'est notre appréhension. Enfin, c'est comme ça qu'on veut appréhender l'information. Brut n'est pas un média d'opinion. On fait extrêmement confiance aux citoyens pour qu'ils se fassent leur propre idée. En revanche, on va leur donner les clés pour se faire leur propre idée. C'est intéressant parce que dans cette table ronde, on navigue entre le mandat, la mission, le présent finalement, et ce qui est en train de se mettre en place, se dessiner. Les scénarios, entre guillemets, qui se profilent, sur lesquels vous avez travaillé, Nathalie, avec les États généraux de l'information, les témoignages d'Elsa et de Catherine, comment ils vous font réagir par rapport à ce travail que vous venez de mener ? C'est terrible, ils volent totalement en éclats. Je suis bien plus pessimiste. Moi, ma nature qui est très optimiste, à force de travailler sur ces questions-là, m'attriste un peu. Je pense que la situation est beaucoup plus grave, mais là, on est dans une situation marque à marque, donc ce n'est pas complètement la problématique. Ce qu'on a fait, au fait, dans les États généraux de l'information en 2050, donc avec Uzbek Rika, en l'occurrence Lina et un autre essayiste, donc on était un petit groupe de 6. Notre objectif, c'est de se dire qu'est-ce qui peut se passer en 2050. Donc on a interrogé une quarantaine de personnalités dans le monde de la recherche, des sciences, chez des militaires, chez des communicants, chez des journalistes, chez des sachants, comme on dit, des romanciers. Et le tableau était terriblement sombre. Et on se disait, mais comment fait-on ? Donc on a créé, comme on avait une petite matrice, on s'est dit, le monde en 2050 sera traversé par 5 grands chocs, à la fois économiques,
sociale, politique, écologique, technologique, environnementale, et technologique, donc écologique et environnementale. Et ces 5 chocs-là, qu'est-ce qui va ressortir de ces 5 chocs-là? Finalement, on a dessiné une matrice avec 1000 possibilités, et on s'est dit, bon, on va sortir 3 scénarios. Et on a un scénario donc, clair et un scénario sombre, se disant déjà que dans tous les cas, les extrêmes, on n'en voulait pas. On se disait quand même qu'il fallait que nous dessinions nos scénarios dans une démocratie. Et on voit bien que déjà même cette idée-là est une hypothèse très forte quand on voit les élections en Roumanie, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, quand on se voit dans tous les pays européens où c'est plutôt la démocratie ou les modèles illibéraux qui sont en train de monter. Et ce n'est pas déconnecté de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, évidemment, et du pouvoir des réseaux sociaux. Mais en attendant, donc 3 scénarios. Un scénario clair, vous allez me détester toutes les deux, un scénario où là, c'était l'information, finalement, qui était en pleine explosion, l'information, l'âge d'or de l'information. Et dans cet âge d'or de l'information, eh bien, les gens, ils vont me détester, les gens ne veulent plus de publicité et les gens ne sont plus... ne veulent des médias qui soient des médias qui s'adressent à eux, et qui adressent donc à l'ensemble de la population, qui les informent, une information sécurisée, une information qui nous apprend, une information qui est organisée, qui est hiérarchisée, une information où les médias n'ont plus un modèle économique qui repose sur la publicité. Mais il y a une autre condition avec, c'est que ce qu'on appelle l'éducation aux médias et à l'information, et la citoyenneté numérique, c'est-à-dire le fait d'avoir donné du pouvoir aux consommateurs, aux citoyens, et que lui-même soit en capacité de décider, alors à ce moment-là, on dessine un processus de production d'une information qui soit dans ce cadre-là, qui est finalement réglementé, où les acteurs et les médias sont achetés par les consommateurs, parce que des paradoxes, il y en a 12 000. Aujourd'hui, 82% des Français ne payent pas pour s'informer. Donc, dans un univers qui est très informationnel, qui est complètement fragmenté, bien, comme le gâteau économique de la publicité, il n'est pas élargi à l'infini, il n'en reste que des miettes par petit éditeur, et donc les médias n'ont plus la capacité de produire une information de qualité. Les salles de rédaction se délitent. Il y a 2000 titres en l'espace de 10 ans qui n'existent plus aux États-Unis. Donc il y a une vraie crise de production de l'information. Ça, c'est pour le scénario où tout va bien. Dans ce scénario... Je vous donne pas le sombre, hein. Si, mais on va y revenir, mais je pense que ça peut faire réagir Catherine, parce que le présupposé de ce scénario, c'est que l'association à une marque entache la confiance envers l'information. Or, ce n'est pas forcément l'approche que vous avez quand... Oui, peut-être juste un point, ce n'est pas un présupposé, hein, c'est ce qui ressort. Ah oui, pardon. Justement, c'est ça qui est intéressant dans le dessin du scénario, c'est vraiment un output, ce n'est pas l'input de dire à l'intérieur on estime que. L'input, c'est de dire que en fait, le média ne dépend pas uniquement des annonceurs pour pouvoir vivre, les gens sont prêts à payer et donc ça donne plus de moyens aux médias. C'est ce point-là, ce qui n'est pas la même chose. Et en l'occurrence, tu disais qu'on allait te détester, mais en fait, moi, je suis convaincue de ça, en fait, Nathalie. C'est-à-dire, je suis convaincue que de toute façon, le modèle publicitaire n'existera plus du tout, en fait, de la même manière. Et alors, bon, toujours pareil, je suis sur une marque qui a, on va dire, une assise particulière, donc c'est peut-être plus facile pour moi, sur une marque comme ça, de le dire. Mais en réalité, le modèle publicitaire est déjà en train de complètement en fait, se déliter. Parce qu'en fait, c'est parti aussi d'autre chose. Une telle surobésité de publicité fait que de toute façon, il n'y a plus rien qui émerge. Donc de toute façon, les marques, en fait, demain, elles auront en fait 2 voies complémentaires. Moi, je pense qu'il faudra continuer ce que j'appelle, on va dire, de la publicité, mais c'est pas vraiment même de la publicité, c'est raconter de très très belles histoires et avec cette notion quand même de rêve et de désirabilité qu'il faut continuer à nourrir. Et en fait, ça sera des grandes sagas, des choses qui vont finalement être peut-être un peu presque des nouveaux univers, presque cinématographiques, en tout cas des choses qui permettent de projeter en fait quelque chose qui transporte. Et ça, dans le monde d'aujourd'hui, il va continuer à falloir aider les gens à pouvoir être transportés et à pouvoir en fait vibrer et à pouvoir... Ça sera une partie du sujet. Et je pense que les grandes marques, en fait, elles iront là-dedans. Et à côté de ça, la publicité, on va dire, un peu plus au quotidien, elle passera en fait par un rapport consommateur et plateforme au sens support média totalement différente et en direct. Et en fait, la responsabilité des marques sera de donner en fait la nature d'information de qualité et, on va dire,
de véracité, permettant en fait justement d'orchestrer ça. Et moi, alors pour le coup, je suis convaincue, et c'est pas pour dans 20 ans. Hein. Non. Pour moi, c'est déjà en fait en train d'avoir lieu. Donc c'est en ça que je te rejoins complètement, mais je vais même plus loin. Je pense que c'est déjà là en fait. C'est déjà là. Je pense qu'il y a peut-être encore pas assez d'acteurs qui ont compris ça. Il y a des différences aussi après selon les grands marchés et les grandes régions du monde. Hein. Moi, je suis une marque qui opère dans 130 pays. On voit des choses assez différentes en termes de maturité. Mais par contre, ce phénomène-là, je suis convaincue en fait qu'il est là. D'accord. Après, il y a quand même ce chiffre de 82% des Français qui sont pas prêts, enfin qui ne payent pas encore un média. Et ça, on le voit. Il y a beaucoup de les gens ne sont pas encore prêts à payer pour une information de qualité. The Guardian a été très fort dans son approche. C'est un des seuls qui a réussi à le faire. Effectivement, nous, on voit déjà que même nous, en tant que médias, il y a un peu une schizophrénie. Il faut avoir deux rédactions, une rédaction qui travaille sur le contenu éditorial. On a une rédaction de brand content qui travaille avec les marques, qui a la carte de presse, qui n'a pas la carte de presse. Enfin, donc tout ça, c'est des sujets déjà qui sont très, très, très présents dans nos médias. Effectivement, nous aussi, on voit que les marques sont en train de se transformer. Et en fait, nous, dans un monde idéal, on n'aurait plus de publicité dans notre média, parce que quelque part, ça vient aussi interrompre le message, la destination qui est venue chercher, enfin le contenu qui est venu chercher notre audience. Néanmoins, aujourd'hui, c'est très très dur pour des marques. Il y a des marques effectivement qui le font très bien, d'être à la fois sur des sujets très ce qu'on appelle haut de funnel, donc désirabilité, le rêve, etc. Et en même temps, la réalité des Français qui est de tous les citoyens, parce que là on parle, effectivement, nous aussi on est dans d'autres pays, de pouvoir d'achat, de que fait l'efficacité du produit, de ma santé, qu'est-ce que j'applique, qu'est-ce que je mange. Voilà. Donc c'est comment on navigue entre ces deux. Et nous, aujourd'hui, on le voit en un an, ça représentait 1% de notre chiffre d'affaires il y a encore 2 ans. Aujourd'hui, c'est presque un tiers. C'est les marques qui viennent nous voir et qui nous disent, nous, on ne sait, c'est la jungle, les réseaux sociaux. On ne sait pas faire. Faites pour nous. Et nous, on le fait en marque blanche. Donc aujourd'hui, il y a des marques dont leurs comptes sont animés entièrement par des équipes du coup brutes, mais nous, on ne vient pas le mettre dans notre feed brut et on leur donne les clés. Ça me provoque une question tout de suite. La grande victime de ça, et surtout avec un média comme Brut, c'est la performance. Du coup, qui est quand même un indicateur que des marques peuvent piloter au moment où elles mettent des contenus en ligne. Et je pense que Catherine, c'est aussi quelque chose que vous pilotez, j'imagine, dans les campagnes que vous réalisez. Est-ce que du coup, question qui me vient spontanément, mais est-ce que du coup, le fait d'avoir une approche sur les réseaux sociaux qui est plus authentique, plus proche des utilisateurs, qui essayent de ne pas faire de bruit gratuit ou dommageable, de ne pas hurler avec les loups, comme disent les gens de la Croix, qui disent des trucs très bien aussi. Est-ce que du coup, ça veut dire baisser un peu les attentes sur cet indicateur historique qu'est la performance ? Non, je ne sais pas, Catherine pourra confirmer, mais nous, en fait, c'est ce que disait Catherine, en fait, il faut des sujets qui intéressent les gens, point. Si vous avez le bon sujet, exactement, le bon angle, la performance sera là. En fait, la performance reste un sujet pour tout le monde. De toute façon, on est dans un monde qui est un monde qui est quand même drivé par des enjeux de performance. Après, par contre, la manière dont la performance se drive, elle évolue drastiquement et très rapidement. Et donc, en fait, c'est plutôt ça le sujet. Ce qui est complexe, d'ailleurs, pour les marques, c'est d'avoir l'agilité nécessaire pour valider en fait ce qui vont être des thèmes en fait justement qui vont générer ce haut niveau d'attractivité et donc de performance, parce que vraiment les choses évoluent très vite, et puis avec ce que j'ai évoqué aussi précédemment, qui est la complexité quand même de maturité de marché différents. Quand vous opérez que sur un seul marché, déjà c'est pas simple, mais quand vous opérez sur de nombreuses régions du monde, ça l'est encore moins, parce que comment vous arrivez à trouver de la consistance, mais en même temps adapter et localiser à des réalités qui sont différentes. Mais par contre, non, bien évidemment, la performance reste un vrai sujet. Et il y a des sujets qui, aujourd'hui, sont les sujets en fait, qui drivent la performance, qui ne seront peut-être pas les mêmes dans un an. Maintenant, ce qui est certain, c'est que même si je l'évoquais en introduction, on est dans un monde de paradoxes et de schizophrénie totale. Et alors moi, dans mon industrie, n'en parlons pas. Mais pour autant, il y a quand même des sujets qui sont des sujets sur
comprendre l'origine, comprendre en fait la manière dont c'est fabriqué, comprendre. C'est quand même des thèmes qui quand même vont être de plus en plus en fait des thèmes centraux. Je pense que ce qui se passe d'un point de vue planétaire est en train quand même d'une certaine manière, et notamment sur certains publics plus jeunes, d'accélérer aussi des prises de conscience qui vont donc de plus en plus en fait amener à devoir tourner en fait les contenus et les discours, et une fois de plus particulièrement dans mon industrie, sur ces enjeux. Ouais, mais je trouve qu'il y a quand même aussi beaucoup de bon sens qui est aussi généré sur les plateformes et par nos consommateurs clients. Donc c'est comment on y répond. Quand je t'écoutais, il y a un exemple qui me vient en tête. Il y a une marque, pour ne pas la citer, Trois Mousquetaires, qui justement travaille, je ne sais pas si vous avez vu leur dernier spot de pub, mais très sur la désirabilité, l'amour, le coup de foudre dans le supermarché. Enfin, ils ont fait un super spot de pub. Et en même temps, ils sont en train de changer, et c'est très très difficile, hein, surtout sur une marque comme ça, de se dire comment on va se servir des lanceurs d'alerte finalement qui sont sur les réseaux sociaux. Donc le PDG s'est fait interpeller il y a 1 an par une jeune femme qui lui a dit « Je trouve ça scandaleux que vous vendiez des fraises à Noël dans tous les Intermarchés ». Peut-être que vous avez vu. Oui, je le savais. Le 19 novembre dernier, il a fait une annonce, communiqué de presse. Il n'y a plus de fraises à vendre dans les supermarchés de son groupe à partir de Noël 2024. Donc évidemment, il s'est fait encore réinterpeller en disant « Ok, mais ça dure 15 jours et en janvier, on aura les fraises. » Bon, peu importe. Mais je trouve ça malin de se servir aussi de ces moyens de communication. Finalement, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec cette jeune femme, mais il y a quand même du bon sens, puisqu'en France, on n'a pas encore de soleil à Noël pour avoir des fraises. Pourquoi on vendrait des fraises à Noël? Pourquoi on devrait manger? Et c'est assez intelligent. Et je trouve ça encore plus puissant que la marque s'en serve pour dire bonjour, et ils l'ont tagué, etc. Donc, et notamment avec cette marque, moi je leur demande, et on en parlait en préambule avec Catherine, moi je le dis, on est obligé, même nous en tant que médias, de changer notre façon de faire du community management. Le community management, avant, c'était on postait un contenu, on nettoyait un peu les commentaires haineux et ok, voilà. Aujourd'hui, c'est comment on vient animer notre audience. Comment nous, médias bruts, on va aller animer, on va aller commenter des posts qui ne sont pas bruts pour aller, peut-être, quand on voit qu'il y a une désinformation, on va aller amener une vidéo qui explique. Et là, justement, j'en parlais avec Catherine et Nathalie, c'est cette marque qui est très engagée sur la précarité, par exemple alimentaire. Moi, je dis à leurs community managers, venez commenter nos contenus et mettez vos initiatives de marque. C'est comme ça aussi que le discours de marque va s'infuser. Et parce qu'il y a des choses aussi que les marques, on le sait très bien depuis toujours, les institutions ne pourront jamais remplacer le pouvoir qu'ont les marques. Les marques quand les marques s'associent pour des bonnes causes, et on reviendra sur le mandat peut-être des marques, elles changent le monde beaucoup plus vite que si c'était uniquement les pouvoirs publics et les institutions qui le faisaient. Donc, c'est comment on redonne une place dans cette jungle aux marques. Et on y reviendra évidemment. Je pense même qu'on terminera sur un point dédié là-dessus. Nathalie, du coup, sur ces retours d'expérience et par rapport au travail que vous avez pu mener avec les États généraux de l'information, cette réponse, entre guillemets, assez enthousiaste, volontaire, qu'est-ce que ça vous inspire? Comment ça vous fait déjà, réagir? elle est importante et tant mieux de cette prise de conscience, à la fois la marque côté annonceur, c'est-à-dire ce sentiment d'avoir une responsabilité. Je pense que moi, il faut aller justement encore plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces grands annonceurs sont puissants et c'est tant mieux. Ils ont une responsabilité, ils ont une responsabilité sociale, évidemment, une responsabilité sociétale. Et un des éléments qui revenait dans notre scénario, c'était la question, et j'en parlais en liminaire, on en discutait au préalable, de cette éducation. C'est-à-dire qu'on voit bien que finalement, les réseaux sociaux sont un outil formidable quand l'individu, quand lui, consommateur, tout seul, l'individu de chez lui, est capable de l'utiliser. C'est-à-dire que lorsqu'il va pour mieux s'informer, lorsqu'il se tourne vers avoir une information, avoir un pluralisme d'informations, avoir une diversité de cette information, et ça sera bien des outils pour que lui ne reste pas qu'un seul consommateur, mais soit bien un citoyen. On est en train de basculer sur ce plan-là. Aujourd'hui, le rôle des marques est donc fondamental. Et les marques, c'était une idée pour les années à venir, de se dire pourquoi pas un engagement encore plus fort. C'était de 2 points. D'une part, dire que est-ce que ces annonceurs-là pourraient
flécher dans l'avenir une partie de leurs dépenses, de leurs annonces vers des médias qui sont tagués information politique et générale, tagués comme flagués, je ne sais pas comment on dit, mais donc avec une empreinte. Ce média est un média qui possède, quelle que soit l'opinion, hein, droite, gauche, extrême, on sans rentrer là-dedans justement, mais qui soit suffisamment investi pour dire ce média-là, il est reconnu dans la sphère informationnelle comme un média qui nous informe. Et donc, mais là, on voit bien que le modèle économique des médias traditionnels est en train de se déliter, est en train de vaciller. Donc ça leur permettrait de leur apporter une source d'information, donc une source de revenus qui garantirait leur existence dans cet espace informationnel. Et deuxième point, pardon, je vais jusqu'au bout, et deuxième point sur les annonceurs, ils ont un rôle finalement dans la RSE. Ils font un travail formidable dans l'égalité, la parité, le fait que les femmes soient payées ou tentées d'être payées au même prix pour le même travail. En 2024, on se pose encore cette question-là, ce qui paraît surréaliste, mais n'empêche, il n'a pas. Les annonceurs jouent ce rôle formidable-là. Et bien finalement, à la RSE, rajouter un petit E, qui est celui de l'éducation, c'est-à-dire finalement, tout individu qui devient un salarié dans une société, eh bien, a ce petit stage de se dire, c'est quoi une information, comment elle se fabrique, quel est le processus informationnel, est-ce que c'est de l'IA ou est-ce que c'est de la vraie information que je suis en train de... Est-ce que je ne suis pas manipulée, comment ça commence? Finalement, ça, c'est l'idée d'un permis de conduire. Lorsque vous prenez une voiture, vous achetez une voiture, il y a un moment donné, vous êtes dans la rue, il vous faut un permis de conduire, vous dire qu'on a tous appris ensemble qu'au feu rouge, on s'arrêtait. Eh bien, en fait, sur le numérique, il est indispensable aujourd'hui, mais ça allait tellement vite que c'est aussi compréhensible qu'on n'ait pas tous déployé ces outils-là, mais il est absolument indispensable qu'on embarque les entreprises qui sont un acteur essentiel de notre société dans le processus finalement de formation de tout à chacun. Et ça ressort également de ce scénario de l'information en pleine expansion, et en tout cas l'âge d'or de C'est le scénario 1 ou le scénario 2? Non, on est toujours dans le très joli. Dans le très joli scénario. Vous voyez bien, je suis en train de rêver là. Oui, Catherine, du coup, cette remarque sur le rôle des annonceurs, sur le mandat qu'ils pourraient avoir, ça fait quand même reposer l'intégralité du modèle économique des médias, grosse partie, sur leur capacité à être reconnus par plein de marques différentes, oui, comme un tiers de confiance. Pas plus que d'habitude, c'est-à-dire que lorsqu'aujourd'hui vous allumez votre poste de télévision et que vous voyez de la publicité elle est capée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir 3h30 de publicité d'affilée parce qu'il y a une réglementation. Le problème, c'est que ce n'est pas régulé quand il est réglementé sur les réseaux sociaux. C'est ça la problématique. C'est en fait, aujourd'hui, on est confronté à un nouveau monde dont on a tardé, parce que ça va très vite aussi, mais dont on a tardé à définir les règles. Donc chaque acteur de cette entreprise du processus de production de l'information, à la fois le média et à la fois les annonceurs, qui sont des acteurs indispensables, qui marchent ensemble, il faut absolument nettoyer le lieu dans lequel ils évoluent, qui est complètement pollué par de la désinformation, par de la manipulation, parce qu'il y a quand même un point, et on y reviendra par après, j'imagine, qu'on n'a pas du tout dit, mais qu'on n'a pas évoqué, c'est les GAFAM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces grands acteurs des big tech sont en position dominante sur l'accès, sur la distribution, et s'ils ont envie de déréférencer une marque plutôt qu'une autre, ils le font parce que c'est des règles de propriété privée qui fonctionnent alors qu'ils fonctionnent comme des acteurs dans l'espace public. Et ça, c'est absolument dramatique. Catherine. On vient de dire pas mal de choses. Je vais peut-être revenir donc d'abord sur le sujet de la responsabilité des entreprises. Je pense que les entreprises, quelles qu'elles soient désormais, sont de plus en plus conscientes, en tout cas, de leurs responsabilités. Et j'ai envie de dire, les dernières qui auraient eu encore des doutes, à minima y vont pour une autre raison, c'est qu'elles voient bien qu'elles n'arrivent plus à engager les jeunes générations qu'elles doivent recruter si elles n'ont pas à un moment donné un propos, si elles n'ont pas un minimum en tout cas de structuration du rôle qu'elles se donnent dans la société et dans sa transformation, quelle que soit d'ailleurs l'échelle. Donc ça, je pense qu'il y a une vraie conscience en tout cas désormais de plus en plus acquise, avec un élément qui, je vais vous raconter une anecdote qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup d'entreprises, et typiquement, moi, je me suis fait reprocher, même par des collaborateurs, de ne pas communiquer à chaque fois qu'il y a une catastrophe mondiale ou plus nationale, etc. Pour une seule raison, pourquoi je ne communique pas à chaque fois qu'il y a une catastrophe ou à chaque fois qu'il y a un grand mouvement de fond ?
C'est qu'en fait, pour être véritablement transformant et pour avoir en tant qu'entreprise un rôle de transformation, il faut être clair sur quel est le scope sur lequel je considère, moi en tant qu'entreprise, que j'ai un rôle à jouer. Et donc c'est pour ça que je ne vais pas prendre la parole à chaque fois qu'il y a, une fois de plus, soit une catastrophe naturelle, soit une catastrophe de plein de nature. Et ça me fait beaucoup sourire quand je vois toutes les entreprises désormais, ou beaucoup d'entre elles en tout cas, utiliser les réseaux sociaux justement pour... à chaque sujet, d'ailleurs, c'est intéressant de voir l'uniformisation en fait des communications à ces moments-là. Alors c'est bien qu'il y ait des mouvements, on va dire, un peu de fond sur certains sujets, mais je pense que pour que les entreprises, elles jouent aussi pleinement en fait ce rôle de transformation et d'être engagées, il faut par contre qu'elles fassent attention à définir quel est véritablement en fait le scope sur lequel elles veulent avoir de l'impact, elles veulent véritablement mettre les moyens de transformer quelque chose et donc d'être concret en fait dans l'exercice de la transformation. Sinon, pareil, ça restera quelque chose un peu de vain et je trouve que ça serait dramatique parce que s'il y a bien des entités qui aujourd'hui peuvent faire bouger les lignes, c'est d'abord et avant tout effectivement en fait les entreprises. Mais il faut qu'elles soient, à mon avis, beaucoup plus courageuses dans le fait de renoncer, pas aller sur tous les thèmes, choisir en fait leur bataille, choisir le sillon dans lequel elles vont s'inscrire et ensuite donc pouvoir à partir de là y consacrer en fait du temps, de l'énergie et de l'argent et pouvoir avoir en fait l'impact nécessaire. Est-ce que c'est juste un enjeu de mandat ou est-ce que c'est aussi un enjeu de survie pour les marques, selon vous? Jusqu'où il peut aller ce discours? Alors je l'ai évoqué, je pense qu'il y a déjà un premier sujet, c'est que les entreprises, en tout cas pour engager à la fois des consommateurs, ou voilà, les futures générations de consommation, mais aussi des collaborateurs et des jeunes collaborateurs, je pense qu'elles n'ont pas le choix en fait que d'aller en fait sur des postures beaucoup plus engagées. Donc quelque part, je pense qu'il y a un registre un peu de survie pour ces entreprises qui par ailleurs ont aussi un sujet de responsabilité parce que elles vont aussi, si à un moment donné elles n'ont pas en fait, notamment dans certaines industries, si elles prennent pas une part dans la transformation de leur industrie, elles iront malheureusement, elles vont courir à des catastrophes. Super réponse, merci. Depuis tout à l'heure, on répond à la question comment les marques peuvent-elles reconquérir leur audience à l'ère de la désinformation. On voit bien avec Catherine que c'est pas juste un enjeu de communication, c'est vraiment un enjeu de réussir à se repositionner. Le climat est un peu délétère, est complètement délétère, mais il y a quand même des leviers à tirer. Elsa, je me tourne vers vous parce que pour les médias, je pense que ce soit Brut ou Uzbek Erika, on fait partie de ces médias un peu générationnels. En fait, on est né avec l'appui des marques. Très tôt dans nos modèles économiques, on a intégré le brand content, plus que des médias comme Le Monde ou des institutions qui ont vraiment eu un moment du passage. Je relevais tout à l'heure quand vous parliez du modèle historique des médias. Je pense qu'on l'a très rapidement connu, nous, sur cette génération-là. L'enjeu, et je nous pose la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut réussir à participer à réassainir le débat public sur les réseaux sociaux et le débat public en général, dans ce cadre contraint, et puis vous le mentionnez tout à l'heure, entre d'un côté l'injonction à produire une information de qualité fiable, auquel les gens peuvent se référer, et assumer ce pilier économique qui est la participation des marques, qui pour nous est naturel, mais ça demande un changement de position, et je pense dans la relation qu'on peut avoir aussi avec les marques qui nous sollicitent pour travailler. Je réponds un peu à la question en même temps que je la pose, mais je te tends la main, je pense que tu vois où je veux en venir. Je ne sais pas s'il y a des annonceurs dans la salle avec qui on a eu le sujet, mais effectivement, nous, on a 8 ans. Le brand content est arrivé très vite puisque ça a été au tout début notre première source de revenus. Et pendant 4-5 ans, on a dit non à la moitié des marques qui venaient nous voir. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette crise de confiance et on était un nouvel acteur et qu'il fallait d'abord installer le média d'information et ensuite il fallait vraiment travailler sur le modèle publicitaire et on avait la chance de faire des levées de fonds qui nous permettaient d'avoir un peu de temps dans la recherche de ce business model. Donc il y a beaucoup de marques à qui on a dit non, qui
encore, la rumeur court que c'est très difficile quand vous êtes une marque de pouvoir faire du brand content avec Brut parce que les journalistes sont pointilleux, etc. Je pense que ça nous a protégés aussi, que ça a aussi protégé les marques avec lesquelles on travaillait, de voir qu'on ne prenait pas tous les sujets toutes les typologies de marques. Aujourd'hui, même les marques qui, pour les Français ou pour certains citoyens, quels qu'ils soient dans le monde, agissent pour la malbouffe, etc., c'est des marques qui aujourd'hui quand même aident à changer des filières. Et ce que dit Catherine est très vrai, c'est que les marques dans leur écosystème ont un rôle clé à jouer dans la transformation de la société quelque part, d'une filière. Donc voilà. Donc ça, nous, c'est aussi comment on accompagne ces marques à donner un discours très concret, puisque nous, sur les réseaux sociaux, on n'en a pas parlé, mais c'est la crise de l'attention. Vous le voyez même dans votre cercle d'amis sur les réseaux sociaux. On passe d'une story sur un sujet très hardcore, international, à l'anniversaire de mon petit garçon, à mon machin. Et donc, on est tout le temps en zapping permanent. Et donc, c'est comment aussi on arrive à donner un discours de qualité dans cette crise de l'attention. Donc, nous, on se dit, on fait du brand content, on en fait objectivement de moins en moins, parce qu'aussi, on avait un sujet de beaucoup de directeurs marketing qui venaient nous voir pour du brand content, qui voulaient parler à une cible caisse 35, voulaient leur dire tous les messages qu'ils disaient au board d'actionnaires, de RSE, etc. Mais franchement, ça ne parle pas du tout à une cible 15-30 ans, qui a envie d'acheter un produit, de savoir qu'est-ce qu'elle a dedans et de savoir que le purpose, parfois, il est très éloigné d'elle. C'est pas forcément les réseaux sociaux sur lesquels on va les délivrer ce message. La télé, par exemple, va être un super outil. Le cinéma, on en parlait tout à l'heure, devient aussi un bon écran, etc. Donc nous, c'est plutôt comment on va les aider. On parlait de l'audience, donc moi je vais vous parler de plus de notre audience sur lesquelles on est très fort, c'est les 15-35 ans. C'est comment on va choisir aussi les marques avec lesquelles on travaille, qu'elles nous fassent confiance sur la façon dont on va adresser les messages. Et ça, c'est très important de aussi cadrer le travail qu'on va effectuer avec la marque. Et enfin, c'est... oui, nous, aujourd'hui, on vit de la publicité. Donc maintenant, on l'appelait Brut Pub. Et au moins, on dit c'est un spot télé qu'on retransforme en un message publicitaire pour les réseaux sociaux. On rêve aussi de ce monde où on n'a plus besoin objectivement de la publicité. Donc j'ai très envie de croire au scénario 1 et on va bosser dessus pendant encore des années de voir comment on peut s'affranchir de ce modèle publicitaire. Mais je pense que on arrivera toujours à travailler, en tout cas ce que nous on apprend au quotidien à travers nos médias, ce qu'on reçoit, à le transmettre aussi aux marques, qu'elles s'en emparent. Et voilà. Moi, j'aime bien nos échanges parce que j'ai l'impression que, l'air de rien, on retrouve un peu des capacités d'action sur ce sujet qui était un peu plombant au début, en tout cas à la manière dont je l'avais présenté. Je serais curieux de savoir l'alternative si on ne travaille pas tous ensemble à réassainir un peu cet espace. Du coup, je serais curieux d'avoir un petit aperçu des scénarios sombres pour bien souligner l'importance qu'il y a à travailler de concert et marques et médias dans un environnement clair. Juste, je redis, si vous avez des questions, levez la main, n'hésitez pas. Ah, il y a une question là. Et après, je te relancerai peut-être sur l'alternative. Question. Quid des influenceurs, en fait? Comment est-ce que eux s'inscrivent dans toutes ces dynamiques et démarches? Voilà. Alors nous, on appelle ça plutôt l'incarnation, se dire par qui c'est incarné, par qui le message va être incarné. On le voit même d'un point de vue éditorial purement, quand c'est des journalistes à lesquels l'audience arrive facilement à se projeter, donc pour des raisons d'âge, pour des questions aussi de discours, de vocabulaire qu'ils utilisent, de style de décryptage, le message passe beaucoup plus facilement. Nous, l'influence chez Brut, on ne la gère pas. On n'est pas une agence comme par exemple Webedia ou Bump ou d'autres agences. Nous, on travaille avec des influenceurs, mais pour le coup de façon très très cadrée. Pour certaines marques, mais pas que pour des marques aussi. Parce qu'aujourd'hui, les influenceurs quand même sont des médias aussi en tant que tels. Quand vous voyez leur communauté, ils dépassent bien, les followers dépassent parfois la communauté que peut avoir un média ou une marque en tant que tel. Donc c'est plutôt nous, c'est comment on va travailler avec eux. On pense qu'ils ont un rôle clé à jouer.
Et donc voilà, donc nous c'est plutôt, mais de façon très cadrée quand c'est au sein de notre média. Catherine, vous en tant qu'annonceur, travaillez de façon égale avec un média, un influenceur, ou c'est la même catégorie? Pas de la même manière, tout à fait. Mais après, au-delà de ça, par rapport à cette question, c'est une question très difficile parce qu'en fait, c'est un sujet d'abord qui évolue là encore très vite. Je pense qu'en tant que marque, on n'a pas eu le choix que d'aller travailler avec des influenceurs parce qu'effectivement, c'était une nouvelle forme de média. Je pense que comme dans tout dans ce monde, il y a eu beaucoup d'abus et puis une forme de surenchère. Et comme toujours, en fait, on parlait de la surenchère dans la publicité, mais finalement, la surenchère en fait, dans les influenceurs a créé aussi quelque chose qui a affaibli en fait, ce registre des influenceurs. Moi, ce que j'observe aujourd'hui, on va dire qu'en matière d'influence, j'ai un peu deux manières de voir les choses. Je pense que, et tu viens d'utiliser un terme très juste, c'est la notion d'incarnation. Je pense que ce qui importe, c'est de trouver en tout cas des personnalités qui arrivent à incarner. Et à incarner, là aussi, ce qui va être questionné de plus en plus, en fait, c'est la justesse et l'authenticité dans la manière d'incarner. Et je pense qu'on va complètement sortir de ces influenceurs qui arrivaient à faire la promotion dans la même journée de tellement de choses à la fois, enfin, on va sortir de ça. Donc les notions, en tout cas, voilà, de personnalité en mesure d'incarner en fait, au-delà d'incarner la marque, le produit, d'incarner quelque chose qui a un peu plus de sens. Et je pense que ça sera un vrai phénomène. Et après, moi, je pense que, on l'a évoqué à travers ce qu'on disait tout à l'heure, moi, je pense que le consommateur final devient l'influenceur, en fait. Et je pense que certaines plateformes ont donné une telle place, en fait, à la puissance et à la parole du consommateur que, en fait, un grand sujet d'influence pour la période à venir, en tout cas, c'est celui, en fait, du consommateur final, d'où l'importance, en tant que marque, de trouver la bonne manière d'orchestrer ce lien au consommateur final, de lui donner une manière d'être connecté à la marque qui soit avec la bonne mesure pour lui permettre en fait, de jouer ce rôle d'influence que vous le vouliez ou non, de toute façon, il jouera. Et donc, la question, c'est plutôt qu'est-ce que vous lui donnez pour faire en sorte que cette influence, on va dire, vienne nourrir positivement en fait, votre marque. Voilà. Je pense que c'est un point qui est central et une question fondamentale. Mais ça revient à ce qu'on dit depuis le début. Finalement, pour moi, c'est le maître mot, c'est l'éducation le plus petit possible, puisque pour pouvoir, de toute manière, le consommateur, c'est fantastique, il a de nouveau le pouvoir. C'est lui qui décide, c'est de son côté. Bon, il faut que nous assurer quand même qu'il ait la tête sur les épaules, qu'il raconte pas n'importe quoi, parce qu'on voit les incidences que ça peut avoir évidemment en matière de manipulation derrière. Jusqu'où, de toute manière, l'influenceur, il a du pouvoir parce qu'il embarque. Après, il est quand même dans une algorithmie. Voilà, il y a une gouvernementalité algorithmique dont on sait bien qui s'appelle bulle de filtre, chambre d'écho, orientation, manipulation, médias biaisés, et qui va jusqu'au vote. Donc on voit bien que là, on est dans un espace qui est très large, qui se redéfinit, et d'où cette proposition qui émerge de notre scénario où l'information est justement, c'est son âge d'or, c'est la question de la formation. Et les entreprises, c'est pour ça qu'on se retrouve complètement étonnamment, mais c'est très chouette, je suis ravie, combien en fait finalement les annonceurs sont totalement conscients de ça, que les entreprises ont un rôle indispensable à jouer pour savoir quel est le monde de demain dans lequel on a envie d'être. Et donc à la fois la formation de nous tous, alors des plus jeunes dès le départ, mais en fait tout au long de la vie. Et c'est la raison pour laquelle le rôle du média, bien par définition, est indispensable. Mais là, dans leur sauce vraiment le plus pur journalistique de celui qui nous apporte une information de qualité, parce qu'une fois encore, cette information de qualité, elle est quand même consubstantielle à notre vivre ensemble. Et c'est ça qui est en train de se déliter. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, les deepfakes, la fake news, fait qu'on est dans un moment de confusion. On ne sait pas. Donc, on parlait et c'est l'intitulé de cette table ronde aussi, de défiance. La défiance aujourd'hui, on a un niveau de confiance qui n'a jamais été aussi bas.
envers pas simplement les médias, envers les journalistes et envers, de façon générale, les institutions. Le Capitole d'il y a 4 ans, c'est bien ce que ça a marqué aussi, c'est-à-dire le pouvoir d'utiliser un réseau social pour avoir un rôle de renversement possible ou d'embarquer possible. Donc, à la fois, les gens doivent être formés dès le plus jeune âge, mais comme c'est quelque chose qui évolue et ces outils évoluent tout au long de la vie, eh bien, le relais de la part des annonceurs, qui lui-même a tout intérêt, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, lorsque le community manager, voilà, à l'université, j'ai un master qui forme au community manager, eh bien, on ne les forme pas de la même façon, parce que la marque ou le média, une fois qu'ils seront embarqués, ils auront un rôle essentiel. Il faut qu'ils comprennent le sens. Il faut qu'ils sachent eux-mêmes ce qu'ils sont en train de faire et comment ils embarquent. Donc, tous les acteurs de cet écosystème informationnel, médias, comme annonceurs et par définition pouvoir public aussi, parce que moi je pense qu'il y a 2 leviers. Il y a le levier de l'éducation et le levier indispensable de la réglementation, de remettre vraiment de la règle pour pas que ça soit le Far West sur ces réseaux sociaux. Donc tout ça évolue, certainement trop lentement compte tenu de ce qu'il en est, mais néanmoins marche ensemble. Je pense que c'est pour ça qu'on parle d'écosystème. C'est bien que l'ensemble de ces acteurs, réglementation, médias et annonceurs, eux 3, chacun dans sa box, si je veux dire, jouent ensemble à sa carte à jouer. Je crois que le rôle de l'annonceur n'a jamais en fait, été aussi prégnant qu'aujourd'hui. Oui, et les plateformes ne sont pas là aujourd'hui, et du coup, c'est elles qui ont tous les coups à prendre aussi sur l'état actuel des réseaux sociaux. Mais j'ai une question de priorité, moi. Et en fait, c'est la conclusion, donc je pose ma question vite et vous n'aurez pas beaucoup de temps pour répondre. Mais si on doit résumer, la priorité pour assainir l'environnement dans lequel les marques s'expriment, et donc pour qu'elles puissent avoir un environnement dans lequel elles vont renouer avec leurs audiences, la priorité, c'est que les marques travaillent leur authenticité auprès des publics sur ces plateformes, qu'elles le fassent en direct et qu'en même temps, elles investissent dans les médias qui sont des tiers de confiance, pour aussi créer des tiers qui donnent de la crédibilité à l'environnement dans lequel elles sont amenées ensuite à s'exprimer. Donc en fait, la mission, elle est double pour les marques. C'est à la fois, ça vous tire en tant que marque média, entre guillemets, et en même temps, faire en sorte que les garde-fous qui permettent un environnement, une plateforme sain, les tiers de confiance extérieurs puissent être suffisamment indépendants. C'est le sujet, en fait, pour garantir cet espace, quoi. Et je rajouterais peut-être un élément qui est, pour être audible, choisir aussi ce sur quoi on communique. Et je pense qu'en fait, on est allé trop loin, globalement, parce que voilà, la forme de rapidité du monde, de nécessité aggravée par les plateformes de réseaux sociaux, parce que tout va tellement vite, on a l'impression en fait que si on n'est pas là-dessus, ben, en fait le monde nous échappe et qu'on va pas être on va plus plaire, on va plus. Et en fait, je suis de plus en plus convaincue que pour être audible, il va vraiment falloir en fait choisir aussi ce sur quoi on communique. Et je pense aussi qu'il faut avoir une approche, on en a beaucoup parlé au début de l'introduction, qui plombait un peu le contexte. Ça fait partie aussi de l'ADN, on a la BPI des Français, quelque part de s'exprimer, d'avoir ce champ d'expression assez libre. Les réseaux sociaux l'ont permis. Brut, c'est quand même un champion français qui est présent pas qu'en France. Et donc, on le voit, on peut faire de l'information de qualité dans cette jungle des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux offrent aujourd'hui, on l'a dit tout au long de la conférence aussi, un retour, des insights, une proximité très forte avec les consommateurs et les citoyens. C'est comment on utilise notre intelligence créative, parce qu'il y en a beaucoup dans la salle aujourd'hui, je vais dire un peu cet ADN français de débattre, d'écoute, d'échange, pour en faire au service des marques. Et donc, du coup, c'est comment on continue à travailler ensemble avec des tiers de confiance, on en a parlé. Comment on transmet les codes, le savoir-faire que l'on a aux marques. Comment on travaille aussi avec des professeurs, des philosophes pour anticiper les mutations. Mais je suis très, très, très positive quand je vois aussi comment en France, on arrive quand même à déminer certains phénomènes. Magnifique, c'est le mot de la fin. Le timer nous indique que c'est terminé. Merci à toutes les trois. Vous pouvez les applaudir pour vos contributions. Regardez Brut, suivez Lacoste sur les réseaux sociaux.
Et si vous pensez que c'est pas une bonne idée, lisez les 2 scénarios négatifs qu'on n'a pas eu le temps de traiter du rapport de l'information. Voilà, travaillez avec nous, tout va bien se passer. Merci.